Bonjour et merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. On fait le point sur l'actualité locale. Voici les titres de ce jeudi 24 novembre. On revient sur l'effondrement qui a eu lieu samedi dernier dans un immeuble à Sarralbe. La locataire concernée nous a transmis les photos prises de l'intérieur de l'appartement, des images impressionnantes. Elles sont de plus en plus à voir le jour. Les maisons de seniors sont des alternatives aux maisons de retraite destinées à des personnes autonomes de plus de 60 ans. Plusieurs de ces maisons sont en cours de construction à Ambar, à côté de l'EHPAD. Le gymnase Val-de-Sarre à Grosse-Blie subit actuellement quelques travaux, une rénovation des vestiaires et une extension de 100 mètres carrés pour stocker le matériel sportif est en cours. Il s'agira également de mettre le gymnase aux normes PMR. Puis on reviendra sur le concert donné par Louis Chédid dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. 11 ans jour pour jour après son premier concert dans la cité faïencière, il est revenu accompagné d'Yvan Cassard, pianiste, chef d'orchestre et arrangeur de génie. Et plus tard dans l'émission, vous aurez rendez-vous pour un moment canapé. Dans cette nouvelle émission culturelle, notre journaliste Morane rencontre des personnalités locales pour un moment d'échange dans un cadre cosy. Pour ce premier numéro, c'est l'auteure Julie Müller-Volb qui partage le canapé aux côtés de Morane. Elle reviendra sur sa carrière, ses récits et sa vie de femme et de maman. Et puis on vous en parlait hier, un appartement s'est effondré à Salzbronn ce samedi. La locataire était tranquillement couchée sur son lit lorsqu'elle a entendu un craquement étrange. Elle n'a pas cherché à comprendre et s'extirpe in extremis de la pièce avant que le sol ne se décroche sous ses yeux. D'après les témoignages, une fissure avait été constatée dans le plafond de l'appartement du dessous et signalée auprès des propriétaires de l'immeuble. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les 17 occupants de l'immeuble ont été pris en charge par la commune de Sarralbe et relogés chez des proches. On remercie la locataire qui nous a fourni ces images impressionnantes prises au moment de l'incident et on lui souhaite bien sûr tout le courage du monde pour la suite. Plusieurs maisons seniors sont en construction à Ambar. Ces maisons sont une alternative aux maisons de retraite destinées à des personnes autonomes de plus de 60 ans. Elles seront adaptées aux personnes à mobilité réduite et situées juste à côté de l'EHPAD. Les occupants auront donc accès aux animations de l'établissement pour personnes dépendantes. C'est un reportage d'Émilie Hazel et Marie-Morgane Pires. Aucun bruit de pelleteuse ou d'autres engins de construction. Et pour cause, il n'y a pas d'ouvriers sur ce chantier puisqu'il a dû être arrêté suite à une mauvaise météo. Depuis septembre, les travaux ont pris énormément de retard. Nous sommes à Ambar où les fondations de plusieurs logements pour seniors ont été coulées. La commune porte une grande importance à ces personnes autonomes qui ont entre 60 et 80 ans. Pourquoi on a pensé à ce projet-là? Donc on a quand même une population qui vieillit de plus en plus et donc il faut penser un peu à nos seniors. Bon, on a la maison de retraite juste à côté, mais il y a des personnes entre 60 et 70 ans qui n'ont pas envie d'aller en maison de retraite. Donc on a pensé à construire des maisons seniors. 10 F3, un F2 et un F4 vont être construits en 8 maisons en bande et un petit logement collectif. Le budget de départ était fixé à 2 100 000 € hors taxe, avec une subvention du département à hauteur d'environ 700 000 €. L'inflation sur les matériaux devrait faire augmenter le coût du projet à 2 400 000 € hors taxe. Les seniors seront accueillis dans des résidences conçues pour eux. Le petit plus, ils auront accès aux animations de l'EHPAD se trouvant juste à côté. Alors effectivement, ce sont des logements adaptés aux seniors, c'est-à-dire ce sont des logements parfaitement de plein pied et qui répondent à l'ensemble des normes personnes à mobilité réduite actuelles. Ce qui fait que quelqu'un en fauteuil roulant pourra être complètement autonome dans tout le logement. Une maison actuellement située sur le chantier sera également aménagée pour accueillir 2 médecins. Les travaux devraient être achevés fin 2023. Et à Grosse-Blie-d'Erstroff, le gymnase Val-de-Sarre fait sa mue. Des travaux sont en cours pour la rénovation des vestiaires et une extension de plus de 100 mètres carrés. Plus d'informations dans ce reportage d'Inès Gilgeman et Guillaume Dumonteil. Last but not least, le gymnase Val-de-Sarre. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence mène un vaste programme de rénovation des salles de sport qui sont de son ressort et elle s'intéresse actuellement au gymnase de Grosse-Blie-d'Erstroff. Entamés au mois de juillet, ces travaux ont plusieurs objectifs. Rafraîchir le terrain qui est devenu vieillot, mettre le gymnase aux normes, notamment en ce qui concerne l'accueil des personnes à mobilité réduite, refaire les vestiaires à neuf,
créer une centrale de traitement de l'air et réaliser une extension de 100 mètres carrés pour entreposer du matériel sportif. Faute de place, une grande partie était avant disséminée tout autour du terrain, ce qui pouvait être source de danger et d'accidents. Toutes les problématiques des gymnases, c'est le rangement. Donc on a agrandi le local pour ranger le matériel des associations et aussi du collège. Les travaux doivent se terminer au mois de mai. Leur coût s'élève à plus de 550 000 € hors taxes, subventionnés par l'État à hauteur de 122 000 € environ. Il est l'auteur de la chanson « T'as beau pas être beau », un single vendu à 150 000 exemplaires. Louis Chédid était en concert à Sarreguemines et Julia Bitran a assisté au spectacle. Joue, 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 poupée chiffon, retrouvez en nous, tout au fond, l'enfant qui joue au ballon. Comme on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime, Louis Chédid est revenu à Sarreguemines, peut-être parce qu'il se sentait si seul sans vous. Clin d'œil de l'histoire, c'était mardi soir, 11 ans jour pour jour après son premier concert dans la cité faïencière. Et il n'est pas venu seul, il a choisi Yvan Cassard pour revisiter son répertoire en version piano-voix. Yvan Cassard, c'est un chef d'orchestre, arrangeur de génie, qui a travaillé avec Johnny Hallyday, Claude Nougaro, Mylène Farmer, Roberto Alagna ou encore Charles Aznavour, et c'est un virtuose du piano. Salle comble pour ce concert programmé dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. Les absents ont toujours tort ou n'ont pas eu la chance d'avoir un billet. Alors finalement, tout ce qu'on veut dans la vie, c'est que ce danseur mondain revienne, lui qui chante si bien, tu peux compter sur moi. Louis Chédid, ces mots sont pour toi, et comme tu le dis si bien, God save the swing. Et le prochain spectacle de la saison culturelle de Sarreguemines, ce sera du théâtre de Haut-Vol, mardi à 20h. Le Visiteur, une magnifique pièce écrite par Éric-Emmanuel Schmitt et interprétée notamment par le magistral Franck Desmet qui avait décroché le Molière dans Adieu Monsieur Hoffmann. Et ce week-end, c'est le premier week-end de l'Avent, une date qui signifie le grand retour du marché de Noël de Sarreguemines. Coup d'envoi samedi avec une inauguration en fanfare à 16h et une déambulation de la brigade des jouets avec la compagnie Remue Ménage. Les chalets seront ouverts jusqu'au 24 décembre. Après une séance de patinage, vous pourrez assister au spectacle de marionnettes de Macadam Théâtre pour un tour du monde en 80 jours avant de rencontrer le Père Noël. Et de nombreuses animations auront lieu tout au long du mois de décembre. Dans les plus petites communes aussi, il y a des marchés de Noël ponctuels. Exemple, ce samedi 26 novembre à Rémelfin, rendez-vous au château de 15h à 20h. Côté animation, il y aura un conteur, la chorale Cassiopée. Le Père Noël arrivera au son de la fanfare Saint-Pierre. Vous pourrez aussi participer au défilé au Lampion. Le tout est organisé par l'Inter-Association de Rémelfin. À Calhausen, c'est le syndicat arboricole et horticole qui organise le marché de Noël. Rendez-vous ce dimanche 27 novembre à partir de 10h à la salle polyvalente. Saint-Nicolas viendra dans l'après-midi récompenser les enfants sages et distribuer des friandises. Et un atelier de maquillage sera aussi proposé gratuitement aux enfants. Pour ceux qui ont un petit creux, vous pourrez savourer bien sûr une soupe de pois cassés avec Dampfnudel. À Sirstal, maintenant, le marché de Noël se déroule aussi dimanche de 10h à 17h à l'espace Vitrac Saint-Vincent. Entre deux achats, vous pourrez là aussi profiter de la buvette et d'une petite restauration. À 17h, ça finit en beauté avec un concert du chœur Harmonia Metensis en l'église Saint-Marc. Le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines propose lui aussi son marché de Noël. Comme chaque année, vous y trouverez une grande variété d'articles et de décorations confectionnés par les patients et les soignants dans les ateliers d'ergothérapie. Ça se déroule vendredi, samedi et dimanche de midi à 18h au centre social du CHS. Tous les bénéfices de cette manifestation seront au profit des patients.
Et enfin, pour finir ce tour d'horizon, direction Beach, où la municipalité organise un marché en attendant Noël au marché couvert samedi de 8h à 18h. Au programme, vente en circuit court de produits du terroir ainsi que d'objets issus du savoir-faire et de l'artisanat local. Voilà, vous avez maintenant toutes les infos pour vous rendre au marché de Noël de votre choix ce week-end. En attendant, c'est l'heure de marquer une courte pause et de regarder les prévisions de Météo France. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, le temps est couvert le matin. Quelques pluies éparses peuvent tomber sur l'est du département. L'après-midi, quelques éclaircies sont possibles, entrecoupées de rares averses. Le thermomètre indique 4 degrés le matin, 10 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux Catherines. Le soleil se lève à 8h et se couche à 16h44. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Sur un site, vous sélectionnez vous-même qui vous avez envie de rencontrer. Souvent d'ailleurs en commençant par regarder les photos. En agence, c'est une approche humaine. Je sélectionne pour vous les profils qui peuvent vous correspondre, en vous connaissant vous et en connaissant la personne que vous allez rencontrer, et en prenant soin de respecter les attentes de chacun et de chacune. Et très important, en agence, il faut être vraiment libre pour pouvoir s'inscrire. Avenir Complice vous accueille à Metz, Sarreguemines et Terville. Le traditionnel marché de Noël du CHS. Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre, de 12h à 18h, rendez-vous au centre social du CHS pour y découvrir une grande variété d'articles et de décorations de Noël. C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée ? Intermarché ! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier ? Intermarché ! Des fruits et des légumes bien frais ? Intermarché ! Et le pain pour les toasts de mes invités ? Intermarché ! Bref, pour les fêtes, où je dois aller ? La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnels ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Envie de vacances au cœur de la nature ? Bientôt au camping d'Aspelshit. Venez séjourner dans les nouveaux cottages modernes et élégants imaginés par Our Corporate. Ressourcez-vous dans un cadre vivifiant, juste en face de l'étang. Chaque chalet possède une terrasse panoramique, un bain finlandais et un espace sauna et barbecue. Réservez votre séjour dès maintenant en appelant le 03 87 96 53 91. Laisse jouer, fort justement, attention Kirill est dans la surface, le ballon rentré, et l'essaye. La saison du football bat son plein et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose le SFC à l'équipe de Vendeuvre ce samedi à 19h en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. On se retrouve pour découvrir une nouveauté sur la chaîne. Ne vous levez pas encore de votre canapé. Vous avez rendez-vous tout de suite avec votre nouvelle émission Moment Canapé, présentée par Morane Grandcola. On vous promet de vous faire passer un bon moment. Dans ce premier épisode, notre chroniqueuse reçoit l'écrivaine Julie Müller-Volb. Très belle fin de programme à tous et à bientôt.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre toute nouvelle émission Moment Canapé, l'émission qui vous fera passer un bon moment, je l'espère. Chaque mois, je recevrai un invité d'exception, un acteur du territoire pour parler de son parcours, de ses projets, de ses moments de joie mais aussi de doute. Une émission pour discuter, pour rire et pourquoi pas réfléchir. Bienvenue dans Moment Canapé. Et sur ce super canapé, je reçois aujourd'hui Julie Muller-Volb. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureuse de faire cette toute première émission avec toi, Julie. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Et toi ? Ça va super. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Julie, tu viens de Rohrbach-les-Bitches. Tu as 36 ans depuis peu. Oui. Tu es maman de 3 enfants, mais surtout, tu es écrivaine. Alors déjà, 8 romans à ton actif, ils sont là, on les voit là. Alors il y a la trilogie L'Éden, Foutue Alchimie, Et si tout était encore possible, 2 volumes d'Apis Apocalypsis et le dernier en date, Vin chaud et plan foireux. Alors la première question, Julie, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Comment est-ce que tu es tombée dans la marmite ? Alors, j'ai commencé à écrire en fait en fin 2014, suite à une année un petit peu difficile avec mon petit frère qui est tombé malade. Je me suis un petit peu cherchée, j'ai eu 2 enfants, je me suis un peu perdue et j'ai trouvé un roman, je suis tombée dessus un peu par hasard. La couverture m'a attirée. Et quand j'avais terminé de lire ce roman, en fait, en le fermant, je me suis dit, ça aussi je peux faire. Donc je me suis dit, je vais écrire un livre. Mon mari m'a dit, oui, vas-y, t'as qu'à faire ça. Alors j'ai dit, bien sûr, je vais le faire. Et alors un petit peu comme ça, par défi, je me suis mise à écrire et en fait, c'est pas facile du tout. J'avais pas mal de préjugés, mais en fait, non, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais... T'as un bagage littéraire derrière, ta formation ou... Non, pas du tout. Non. Donc tu t'es vraiment lancée là-dedans, vas-y, je vais écrire mon premier livre. C'est ça ? C'est tout à fait ça. Justement, on en parle il y a 4 ans. Tu étais encore prothésiste dentaire à Götzenbrück. Oui. Et en fait, du jour au lendemain, tu as décidé de tout plaquer. Oui, bon, pas tout à fait du jour au lendemain, parce que j'avais commencé à écrire, j'étais encore prothésiste dentaire, et puis après, je suis tombée enceinte de ma 3e fille, donc un congé parental aidant. Je me suis doucement glissée vers une reconversion, en fait. Mais c'était ça pour toi, t'allais devenir écrivaine ? Oui, mais je ne vais pas vous cacher que ce serait quand même mentir de dire que c'était facile. C'était plus comme un saut dans le vide sans parachute. Voilà. Donc, t'as eu peur ? Oui, quand même. Ça fait peur quand même ? Oui, quand même, ouais. Parce que t'avais la stabilité du salaire aussi, tous les mois ? Ouais, oui, parce qu'après, il n'y a plus de stabilité. Après, il n'y a plus de salaire. Non, il n'y a plus de salaire. En tout cas, au début, il n'y a pas de salaire. Non, au début, non, il n'y a pas de salaire. Ok. Et pourquoi tu as fait ce choix-là, du coup, de devenir écrivaine, jour au lendemain, finalement ? Est-ce que c'était vraiment un choix ? Ça, c'est la grande question. Je pense que c'était plus une évidence qu'un choix. Je pense que, quoi qu'il arrive dans ma vie, même actuellement, je continuerai à écrire quand même, parce que c'est une passion, c'est quelque chose qui me fait, ça me fait vibrer. Donc, est-ce que c'était vraiment un choix ? C'est une bonne question, ça. C'était une évidence. Oui, voilà. Et donc, tu es écrivaine, mais tu travailles de chez toi. C'est quoi ta journée type, par exemple ? Alors, ma journée type d'écrivaine ou de maman écrivaine ? Les deux, puisque ça en fait partie l'un dans l'autre. Donc, je me lève, je réveille mes enfants, je les emmène à l'école. Et une fois que la maison est vide et que le silence est là, alors je m'installe à l'ordinateur pour pouvoir travailler. Donc, parfois, c'est travailler, c'est répondre aux mails, faire de la compta et parfois de la correction. Parfois, c'est juste écrire ou des recherches pendant des jours. Ça dépend, en fait. Tous les jours, on se réinvente. Tu comptes un peu tes horaires ? Pardon, tes heures de travail ? Mes heures de travail, non, je les compte pas parce que je pense que ça s'arrête jamais vraiment, en fait. C'est un petit peu le... Alors, c'est génial de travailler à la maison, mais en fait, ça s'arrête jamais. Donc, il n'y a pas de week-end et de vacances. C'est dur aussi, de travailler à la maison. On l'a vu avec le confinement, quand quasiment toute la France est passée en télétravail. On a compris notre douleur. Moi, ça n'a rien changé. Il y a tout le temps des distractions. Et toi, ça n'a rien changé ? Non, moi, c'était la routine. La routine. Ouais. Et tu arrives à rester concentrée parfois quand tu as tes filles, par exemple ? Alors, quand mes filles sont à la maison, ou le mari, ça compte. On sait jamais. Quand tout le monde est à la maison, en fait, c'est plus compliqué de pouvoir juste écrire. Parce que dans la phase créative, j'ai besoin de silence ou de vraiment me couper du monde. Donc cette partie-là est un peu plus compliquée quand il y a du monde à la maison.
mais autrement, je peux faire tout le reste. Donc voilà, gérer les réseaux sociaux, écrire les newsletters, répondre à mes mails, la compta, prévoir les salons. Il y a toujours des choses à faire. De toute façon, ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, j'arrive à faire tous les à côté. Répondre à tes fans. Oui. T'es maman, épouse, t'as un chien aussi, Milka, et un chat encore. Comment tu arrives à te retrouver dans le travail justement, entre le travail d'écriture et le travail de mère aussi, de femme tout simplement? À me retrouver, à trouver du temps pour moi? Ouais, et tout le reste. Ah ouais, j'y travaille encore, je le cherche. C'est compliqué parfois, la charge mentale elle est un peu lourde ou... Oui, parce qu'on ne s'arrête jamais. Comme dit, il n'y a pas de vacances, pas de week-end, mais bon, après, écrire, c'est aussi prendre du temps pour moi. Voilà. Et après, je lis ou bien je joue avec les enfants. Voilà, c'est que des choses que j'aime, donc c'est pas une corvée ou un calvaire. Je ne suis pas en burn-out. Tu ne subis pas? Non, ça va. En plus de travailler à la maison, toi, Julie, tu auto-édites tes romans. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est quoi l'auto-édition? Alors l'auto-édition, en fait, c'est être son propre chef et éditer soi-même ses romans, en fait. Je n'ai pas de maison d'édition, je n'ai pas d'éditeur, je n'ai pas de diffuseur, de distributeur, tout ça. En fait, je suis le seul maître à bord. C'est toi le capitaine. Voilà, c'est moi le capitaine de mon propre navire. Donc s'il coule, c'est de ma faute. Hein. Donc je préfère qu'il prenne le large. Donc oui, donc je fais un petit peu tout toute seule. Je passe par BOD, c'est Books on Demand. Donc quand je publie mes livres, ils sont disponibles en librairie, à la commande et sur toutes les plateformes, dans toutes les librairies, y compris sur Amazon en numérique. Donc j'ai quand même un diffuseur BOD et ma plateforme d'édition. Mais je m'occupe de tout le travail autour. Tout le reste, ouais, tu choisis les couvertures, tu choisis les titres, tu peux tout changer aussi. C'est ça aussi la liberté de l'auto-édition. Tu es vraiment, ouais, comme tu disais, le seul maître à bord. Oui. Tu t'en sors bien avec ça? Je pense que c'est vraiment ce que je préfère en fait. Avoir toute cette liberté de choix, c'est vraiment génial en fait. Parce que si une couverture ne marche pas, on peut changer, on peut choisir son propre graphiste, on peut choisir le titre. Bon, c'est pas ce que je préfère. En général, c'est même pas moi qui les trouve. Hein. Mais voilà, donc ouais, c'est vraiment génial. On n'a pas de deadline absolument à respecter. Évidemment, je m'en mets toute seule. J'ai besoin de personne en général pour me mettre la pression. Mais ouais, c'est ce que je préfère en fait dans le fait d'être auto-édité. En fait, c'est d'être libre de faire comme on peut et comme on veut. Ça se sent en tout cas que tu es vraiment à l'aise avec ça parce que en 2017, quand tu sors ton premier roman qui est publié, L'Éden, tu l'as publié via une maison d'édition et ça s'est pas trop bien passé. Non, ça s'est pas très bien passé parce que justement toute cette partie liberté m'était retirée. Donc c'est un peu difficile pour un auteur, je pense que je peux parler au nom de beaucoup, en disant que une fois qu'on a écrit un roman, c'est comme un bébé en fait. Et signer un contrat avec une maison d'édition, c'est pas forcément évident parce qu'on perd tous ses droits dessus, à part le droit de paternité, mais ça, on va rentrer dans le légal, c'est un peu plus compliqué. Donc on perd tous ses droits dessus, on n'a plus notre mot à dire. Donc ils peuvent changer le titre, choisir la couverture, ils ne nous consultent pas, ils prennent toutes les décisions et on est un peu mis à l'écart. Ils ne nous rendent pas de compte à part une fois par an, dans le meilleur des cas. Et donc ouais, cette partie était un peu difficile à vivre pour moi parce que j'avais l'impression en fait d'être une vache à lait. Donc voilà, ça m'a pas vraiment plu, cette partie-là. Et donc à partir de là, tu t'es dit que tu allais auto-éditer tes romans toute seule comme une grande. Oui, voilà. Bon, il y a eu quelques autres petits couacs avec la maison d'édition, mais oui, j'ai décidé de reprendre mes droits et de voler de mes propres ailes. Quelles sont les difficultés de l'auto-édition? Parce que là, tu parles beaucoup de liberté, mais j'imagine qu'il y a des contraintes. Il y a beaucoup de liberté, mais beaucoup de solitude en fait. Parce qu'avoir un panel de choix immense, c'est parfois plus difficile que d'être contraint à prendre ce qu'on nous donne. Donc il faut choisir son graphiste, il ne faut pas se tromper. Parce que le prix d'une couverture, ça a un prix, c'est des gros investissements. Mine de rien, pour quand on est tout seul, on avance les frais. On est tout seul aussi pour savoir si le roman est bien. Il n'y a pas d'éditeur qui passe derrière. Évidemment, on s'entoure d'autres auteurs ou de bêta-lecteurs, de choses comme ça pour rendre un travail professionnel quand même. Mais voilà, on est très seul, tout le temps. Et
Qu'est-ce qui te bloque le plus, par exemple? Ce qui me bloque le plus dans le fait d'écrire Dans l'auto-édition, ouais. Ce qui me bloque le plus, alors je dirais peut-être que c'est le regard des gens qui actuellement est encore en train de changer. Donc ça, les choses changent, mais le regard sur l'auto-édition est un peu, c'est un petit peu difficile parfois de se dire qu'on n'a pas cette espèce de légitimité élitiste d'être publié en maison d'édition. Donc même après avoir gagné un prix littéraire et avoir vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, être auto-édité, on n'est pas forcément toujours très bien reçu. D'accord, même en ayant sorti 8 romans, à succès d'ailleurs, parce que les derniers marchent très bien. Donc Ok. on n'est pas toujours très bien reçu. Mais C'est des fou, choses. quand même. Oui, c'est pas... Moi, je trouve ça fou. Mais bon, après, il y a de tout dans l'auto-édition. Il y a du très bon et du très mauvais. C'est comme partout en maison d'édition aussi. Ouais. Mais par exemple, avec les réseaux sociaux, enfin, je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé de passer par une maison d'édition, par exemple, pour être quand même reconnu ou est-ce qu'on peut se faire tout seul, entre guillemets? Aujourd'hui, je parle, hein, peut-être pas à l'époque, mais... Alors la reconnaissance, alors c'est très subjectif la reconnaissance. Hein. La reconnaissance de qui et pourquoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette reconnaissance? Donc moi je dirais non, on n'a pas besoin d'être en maison d'édition pour avoir cette reconnaissance. Hein. Il faut... attention, on va partir dans le psychologique. Il faut déjà, faut déjà s'assumer soi-même et pouvoir dire oui, je suis écrivain. Ça a mis du temps pour moi de pouvoir dire c'est mon métier et de s'assumer, c'est déjà un grand pas. Reconnaître soi-même qu'on est auteur et que oui, c'est un métier, c'est une grande étape. Après, la reconnaissance des autres, elle passe par quoi? Est-ce que c'est les notes sur Amazon? Est-ce que c'est les critiques subjectives? Enfin voilà, les goûts et les couleurs sont dans la nature, donc c'est difficile de répondre à cette question. Ouais, bah oui, je m'en doute. Juste pour revenir, avant tu disais c'est un coût de publier un livre. En auto-édition, par exemple, ton dernier livre, il t'a coûté combien, une fourchette? Mon dernier livre m'a coûté combien? Alors, je n'ai même pas calculé, je ne suis pas super douée pour tout ce qui est la compta, les chiffres, ça me file des boutons. Mais alors, je dois être à peu près à... En général, même pour tous les livres, on est entre 500 et 1000 euros, donc avant de le publier. On passe par des relecteurs, des correcteurs. Certains font faire la mise en page. Moi, je me débrouille plutôt bien, donc je n'ai pas besoin. Il y a le graphiste pour la couverture et après les frais d'impression si on commande des livres pour aller... Enfin voilà, il y a les frais de promotion, des choses comme ça, entre 500 et 1000 euros avant même de publier le roman. En moyenne, donc. En moyenne. Ok. Après, il y en a, c'est plus cher, parfois c'est moins cher, voilà. Mais en tout cas, pour toi, c'est ta moyenne, quoi. 8 romans, déjà, à ton actif. C'est énorme en soi, parce que ça a été publié quand même sur ces 2 dernières années. T'as cravaché pour les sortir ou ça t'est venu naturellement? Alors c'est plutôt naturel, j'ai pas trop cravaché parce que j'essaye de me garder un espace de temps et de pas de pression parce que travailler sous la pression c'est pas mon truc. Donc voilà, il y a certains livres qui s'écrivent plus vite que d'autres comme Foutue Alchimie et je l'ai écrit en 2 mois, voilà. Et si tout était possible en 3 mois, Vinchot aussi, 3 mois je crois. Tout ce qui est plutôt littérature contemporaine, ça va assez vite pour moi. Donc c'est plus facile. Pour moi, je précise, on ne sait jamais. Pour ce qui est des univers fantastiques ou dystopiques, où il faut réinventer tout un monde, une politique, des religions, tout un système, ça met plus de temps. C'est plus complexe. Donc en général, j'ai besoin d'à peu près 1 an pour un tome comme ça. Justement, on y reviendra tout à l'heure sur tes inspirations par rapport au genre. Mais en parlant de genre, t'es passé par du fantastique, du post-apocalyptique, de la romance. T'es un peu touche à tout. Oui, quand même. Est-ce que t'as un genre en particulier qui te plaît plus que d'autres? Est-ce que j'aime tout ce que j'écris, hein, donc un genre en particulier. J'aime bien l'imaginaire parce que ça me fait rêver. Après, j'aime bien aussi la romance parce que je suis fleur bleue. Et donc voilà, j'aime écrire les choses qui me font du bien en fait. Je ne vais pas écrire des choses que je n'aime pas. Par exemple, est-ce qu'il y a un genre que tu toucheras jamais? À mon avis, le thriller et tous ces trucs, il y a peu de chance. Ouais, il y a peu de chance. Je suis une grande froussarde, donc il y a peu de chance que je pense que je réussirai à me faire peur toute seule. Je vais poser une question, je pense qu'on pose à tous les écrivains. Est-ce que tu as déjà été confrontée au syndrome de la page blanche? Oui, plein de fois. C'est vrai? Oui.
Oui, régulièrement, en général au milieu du roman, quand j'ai mis tous mes personnages dans la mouise et que j'ai aucune idée de comment faire pour les sortir de là. Ouais, ça m'arrive souvent. Et c'est quoi tes plus grandes peurs en tant qu'écrivaine? Mis à part le syndrome de la page blanche. De décevoir. Alors, c'est fou parce qu'avant de me mettre à écrire, c'est pas quelque chose qui me tenait à cœur. Mais maintenant, j'ai noué une espèce de relation avec mes lecteurs qui est très importante pour moi. J'aime discuter avec eux, apprendre à les connaître et les décevoir, en fait, ça me fait vraiment peur, en fait. Je voudrais pas qu'ils ferment un de mes livres et qu'ils se disent « Oh bah il était nul celui-là ». ça me ferait de la peine. Vraiment, ça m'effraie. C'est fou hein, quand même. Oui. Il faut l'acceptation de l'autre. Surtout alors c'est pas tant le regard des autres qui me gêne, c'est vraiment le fait de les décevoir, en fait. Ceux qui sont déjà habitués à te lire. Voilà. Pour revenir aux inspirations, alors il y a un de tes romans qui m'a le plus marqué, c'est Apis Apocalypsis. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement l'histoire? Oui, on peut revenir à la partie des peurs, celle où j'ai oublié de dire pas pitcher un roman, c'est pas ce que j'aime le plus. Ouais, donc je dois pitcher Apis Apocalypsis. Donc voilà, je me suis inspirée du territoire de la région et mon héros, mon personnage principal s'appelle Briec. Il évolue dans un monde futuriste où l'oxygène aurait disparu, induit par la disparition des abeilles en fait. Donc il n'y a plus d'abeilles, j'ai extrapolé le tout, histoire que ce soit crédible, plus d'abeilles, plus de photosynthèse, plus d'oxygène, ou quasiment plus. Et donc les gens se sont retranchés dans les bunkers de la Seconde Guerre mondiale pour survivre, et ils travaillent tous les jours pour gagner son oxygène quotidien. Donc ça, c'est la partie facile. Mais il a un secret, il cache sa maman en fait dans son studio et donc il doit travailler pour deux. Donc tout va à peu près bien dans un monde post-apocalyptique sombre jusqu'au moment où il reçoit un ordre d'appel où il doit partir 3 jours en entretien des blocs extérieurs. Et là, tout va changer. Mais j'en dévoile pas plus. Alors, c'est vraiment ce roman-là qui m'a le plus marqué. Parce qu'en fait, tu es partie d'une problématique réelle, le réchauffement climatique, la disparition des abeilles et de ses conséquences. Donc ça a vraiment été ton point de départ pour écrire l'histoire. Est-ce que c'est un sujet qui te tient à cœur, comme ça, l'écologie? Oui. Je suis une grande éco-responsable dans l'âme. Je fais mes propres savons, mes shampoings, enfin voilà, je fais tout moi-même autant que possible pour impacter le moins possible la Terre. Et oui, j'essaye de la sauver à moi toute seule. On verra si ça marche. C'est déjà bien. Donc oui, j'avais vraiment pour but de sensibiliser les gens en écrivant ce roman. En plus, pour l'écrire, tu as dû enquêter, tu as dû lire des articles, tu as vraiment dû te documenter. Ouais. C'est aussi ça, être écrivain aujourd'hui, par rapport aux questions d'actualité comme ça? Mais je pense que c'est être écrivain tout le temps. Aujourd'hui, avant, demain, avant de pouvoir écrire, il y a souvent une phase de construction et de recherche qui est presque aussi importante, ou voire même plus importante que l'écriture en soi. Donc oui, il faut que ça tienne la route, on ne peut pas écrire n'importe quoi non plus, même si c'est ce que je pensais avant. Donc non, il faut vraiment être documenté, faire des recherches. Et puis ça aide aussi à s'immerger dans le roman, y compris pour faciliter l'immersion pour les lecteurs, en fait, de pouvoir décrire exactement certaines sensations, certaines odeurs. Bien sûr, des choses familières finalement pour le lecteur. Oui, voilà. Et est-ce que, alors je parlais de sensibiliser tes lecteurs, est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça qui te tiennent à cœur? Des sujets, j'en ai des tonnes. J'ai voulu sensibiliser avec ma romance Foutue Alchimie à l'adultère. C'est un sujet tabou. Je me suis dit, je me tire une balle dans le pied, mais j'y vais, j'ai pas peur. Parce que j'avais envie de montrer que parfois les plus belles histoires d'amour, elles commencent pas toujours dans le rose et les paillettes, et que parfois c'est moche. Mais bon, c'est comme ça, quand l'évidence est là, c'est là, on n'y peut rien. Donc c'est facile de juger, c'est moins facile de vivre les choses. Donc il y a plein d'autres sujets comme ça. Pour l'Éden, j'avais... c'est du fantastique, mais il y a toujours cette notion, ce rapport à la terre et à la préservation de nos merveilleuses ressources. Donc voilà. Pour revenir dans le thème d'Apis Apocalypsis, tu t'inspires du territoire, tu l'as dit tout à l'heure, plus précisément du Cimserhof. Oui. C'est important pour toi de t'inspirer du secteur, du territoire? Oui,
Oui, parce qu'on a un très beau territoire, il est magnifique, je voudrais que tout le monde le voie. Et puis, il y a tellement de choses merveilleuses à voir. Et oui, ça fait partie de moi. Donc, dans tous mes romans, en fait, il y a une partie du territoire. Que ce soit dans l'Éden ou le lycée, c'est celui de Beach, dans lequel j'ai été scolarisée. Mon héroïne habite dans un village inventé, mais qui serait comme un peu parental. Et puis... C'est le Beacherland. Oui, c'est le Beacherland. Voilà, c'est merveilleux, le Beacherland. Et est-ce que tu te forces comme ça, pour tout, même tes prochains livres, tu te forces à t'inspirer du territoire et à le retranscrire ou est-ce que ça devient naturel? Non, c'est naturel. Les inspirations, au final, ça fait de nous ce qu'on est et ça fait partie de moi, comme je le disais. Le territoire dans lequel j'ai grandi et évolué est imprégné dans chacun de mes romans, je pense. Que ce soit jusqu'aux traditions de vin chaud. De Noël, oui. Donc là, on l'a dit, hein, tes inspirations, donc il y a le territoire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Des inspirations? Oui. Alors, je suis une grande sensible, donc tout m'inspire. Que ce soit de la musique, une odeur, un lever de soleil, les rires des enfants. Il y a tellement de choses qui peuvent m'inspirer. Un auteur? Un auteur qui m'inspire? Alors, oui, j'écris beaucoup... je lis beaucoup, pardon. Oui, j'écris beaucoup aussi. Mais, alors, je lis beaucoup de tout. Est-ce qu'il y a des auteurs qui m'inspirent particulièrement? Tous, en fait. Tous ceux que je lis m'inspirent. Je trouve du bon dans chacun. Après, je lis beaucoup. Celui qui m'a donné envie d'écrire, c'était Les ailes d'émeraude d'Alexiane de Lys. Voilà. Pour n'en citer qu'un. Mais voilà, j'ai lu Tolkien, Harry Potter... J'ai lu tellement de choses. Ça tombe bien pour tout à l'heure. Hein. Je t'en dévoile pas plus, mais tu verras. Petite, tu lisais quoi? Enfin, est-ce que tu lisais petite? Oui, je lisais beaucoup jusqu'à ce que j'arrive au collège et que je sois submergée par les devoirs. Ah, les devoirs. C'est trop, les devoirs. Avec tes filles, tu le vois aussi, donc trop de devoirs? Ouais. Ah, c'est insupportable. Mais bon, c'est un passage obligé, hein, mais ouais, je lisais beaucoup avant. Avant le collège, puis après le lycée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve sur la table de chevet de Julie Muller-Volpe? Alors aujourd'hui, il y a du J. Christophe Nevernight, actuellement, sur ma table de chevet. C'est quoi comme genre? C'est du fantastique, je crois, de la fantaisie. Tu restes plus ou moins dans le fantastique? Bon, pas toujours, parfois j'ai des romances, du développement personnel, je lis de tout en fait, sauf des thrillers. Parce que ça fait peur, voilà. Et selon toi, petite question à part comme ça, le livre à lire pendant les vacances? Les vacances d'hiver ou les vacances d'été? Celle que tu veux. Alors, il y a un livre que j'avais beaucoup aimé pour les vacances d'été. Alors, il s'appelle Les beaux brins ténébreux cachent toujours quelque chose. C'est léger, c'est très drôle. Ah. Je pense que j'ai jamais autant ri que dans ce roman. Voilà. Et pour les vacances d'hiver, du coup, vu que ça arrive? Les vacances d'hiver, alors pour moi, c'est plus de la fantaisie ou du fantastique. Alors, La couleur des nébuleuses d'Amandine Peter, peut-être. C'est un voyage, du space opéra. Okay. C'est toujours sympa. Super. Et puis elle a une plume magnifique. Ok, bah écoute, je connais pas, donc je vais peut-être découvrir. On passe à complètement un autre sujet. Tu es très active sur les réseaux sociaux et tu publies régulièrement des photos de tes aventures littéraires, mais aussi des vidéos où tu dévoiles un peu les coulisses du travail d'écriture, sur TikTok notamment. Alors c'est très drôle. Je pense notamment à la vidéo où tu essaies d'avancer sur ton travail. En fait, les enfants n'arrêtent pas de t'appeler. C'est important pour toi aussi ce média-là? Oui, alors ça me demande beaucoup d'efforts de faire ces vidéos parce qu'à la base je suis très timide et quand j'ai commencé les réseaux, il a fallu très longtemps jusqu'à ce que j'ai le courage de poster une photo de moi. Donc c'est une grande étape, hein, quand même. On peut noter quand même tous les efforts, ça paye. Ouais, voilà. Et oui, mais c'est quand même important après, le premier devoir de l'humour, c'est l'autodérision. Donc voilà, ça me tient à cœur. C'est beau ce que tu as dit. C'est vrai? Ouais. C'est pas moi c'est pas de moi, hein, mais je me souviens plus de qui c'est, hein, je précise. Et du coup, tu l'utilises dans quel but? Est-ce que c'est pour le côté promo, pour le côté coulisses justement? Qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans? Pour le partage avec les lecteurs. C'est pas, je tente pas forcément de promouvoir absolument mes romans sur les réseaux. J'aime bien garder, tisser un lien avec eux en fait, surtout ça, et de montrer aussi que
parfois je me dis, ils doivent se dire, les écrivains, c'est comme ça et comme ça. Et puis non, en fait, moi je suis là avec la main dans les WC, en train de nettoyer les WC. Non, comme tout le monde en fait. Oui, il y a quelque chose d'assez authentique dans tes vidéos. Oui, c'est vrai. On est très humain. Ouais, quand les enfants ont la gastro, on est là et on ramasse tout. On dit, c'est très vendeur. En 2017, tu as reçu, on passe des toilettes, un prix littéraire. Bah oui. En 2017, tu as reçu le prix de l'imaginaire pour le tome 1 de l'Éden, Le secret d'Élie. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette reconnaissance? Parce que depuis le début de l'interview, là, tu parles de reconnaissance, de ce que pensent de tes lecteurs. Là, tu as reçu un prix, c'est une distinction, c'est une légitimité. Oui, quand même. Oui, parce que j'avais tenté l'auto-édition avant les maisons d'édition, donc avant 2017. Parce que j'avais écrit mon premier roman, que je l'avais fait lire à mon entourage, ma meilleure amie et mes parents. Voilà, mon entourage. Et ils ont trouvé ça génial, mais ils n'étaient pas du tout crédibles en fait. Si, probablement. Mais moi, j'avais peur qu'ils me mentent pour me ménager. Et alors, j'ai voulu me confronter à de vrais lecteurs. Je me suis dit, j'essaye, on verra bien ce que ça donne. Donc, j'avais commencé l'auto-édition, ça avait plutôt bien marché. J'ai trouvé le courage de le publier sur une plateforme d'une maison d'édition. Et c'est comme ça que j'ai gagné le prix littéraire. Ouais. Tu t'y attendais un peu? Non, pas du tout. Je l'ai espéré quand même, mais quand j'ai reçu le mail, j'ai cru que c'était un spam en fait. Parce qu'il y avait marqué « Non, vous éditez !» Et moi je me suis dit « Ah ouais !» J'allais le mettre dans la corbeille jusqu'à ce que je descende tout en bas et que je vois qu'il y avait vraiment un nom en fait. Ça avait l'air... Je me suis dit « Ah bah tiens, c'est bizarre. » Ça avait l'air sérieux tout ça. Non, et un numéro de téléphone et ils veulent m'appeler. J'ai dit « Ah bah tiens, alors peut-être que c'est vrai. » Bon, je l'ai relu 3 fois, j'ai pleuré 2 jours et puis c'était le début de la grande aventure après. Est-ce que tu en vises d'autres aujourd'hui, des prix littéraires? Pas particulièrement, parce que je suis bien avec ma liberté en indépendance. Donc, En indépendance. T'attends que ça peut tomber en fait n'importe quand? Je crois qu'il faut inscrire les romans pour avoir un prix. Mais je t'avoue que j'ai pas vérifié parce que je m'y intéresse pas particulièrement, en fait. Tu as investi aussi dans pas mal de projets, comme avec les collèges du secteur où tu animes des ateliers littérature, des ateliers d'écriture. Comment ça se passe? Comment tu es tombée là-dedans aussi? Comment je suis tombée là-dedans? J'en ai aucune idée. C'est toi qui... Je crois que non, c'est pas moi. C'est pas, parce que je n'aime pas contacter les gens, parce que j'ai peur qu'on me dise non et que j'embête et j'aime pas déranger. Et ça me demande beaucoup d'efforts en fait. Il me faut 3 jours déjà avant que je puisse appeler quelqu'un. Ne te moque pas, enfin. Je me moque pas. Voilà, donc ça me demande beaucoup d'efforts en fait de passer ce cap. Et si c'est après pour qu'on me dise non, je préfère en fait pas risquer. Il faut pas faire comme moi. Ouais, voilà. Donc en fait, j'attends en général qu'on me demande et que la demande soit vraiment intéressée. Et je réponds toujours oui, donc il n'y a pas de problème. Donc les collèges, par exemple le collège de Lemberg, il me semble. Le collège de Lemberg a été le premier à me contacter l'an dernier pour pouvoir animer un atelier d'écriture avec une classe de 4e. Et c'était vraiment génial. On a fait un recueil de nouvelles fantastiques. Je leur ai fait imprimer après leur propre recueil. Ils avaient fait la couverture, il y avait leur nom dessus, ils étaient contents. Enfin, je crois. T'as peut-être suscité des vocations? Peut-être. Ouais. Oh, il y en a qui écrivaient vraiment très bien. Je pense quand même, il y en avait pas mal. Ils étaient bons. Et d'autres ateliers d'écriture comme ça ailleurs? Des ateliers d'écriture, j'en ai pas... Et peut-être qu'on va réitérer l'opération cette année avec le collège de Lemberg, normalement d'ailleurs. Et je vais peut-être faire d'autres interventions, pas forcément des ateliers, à voir avec le lycée Tessy. Il me semble qu'on va faire une intervention et éventuellement un atelier, peut-être pas un atelier aussi poussé, mais peut-être création de personnages, on verra des choses comme ça. Ok, c'est sympa en tout cas. Tu fais pas mal de salons du livre aussi. Je pense à celui d'Épinal, le dernier en date auquel tu as participé. Il y a quelques temps, Julie, parce qu'on se connaît aussi en dehors de cette émission, tu m'as confié vouloir te lancer dans un projet. Ce projet, est-ce que tu peux en parler? Alors, j'ai les prémices d'une idée éventuellement. Ce serait bien, je pense, de pouvoir animer faire un salon, peut-être dans le Beacherland. Un salon du livre du Beacherland, voilà, avec peut-être faire venir des auteurs déjà publiés ou auto-édités,
J'aimerais bien. Je trouve que le territoire s'y prête bien. Je pense notamment au médiéval qui se passait à la Citadelle, qui était vraiment très sympa. Donc il y a tellement de choses qui seraient envisageables, donc pourquoi pas. Oui, avec des auteurs aussi du coin, parce que là, moi je parle beaucoup de toi, mais il y en a d'autres aussi sur le secteur. Ouais, ça pourrait être assez chouette. En tout cas, le message est passé, j'espère, parce qu'évidemment, ça se monte pas. Non, je pense que c'est pas évident à monter, mais oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, peut-être le salon du livre du Beacherland 2024-2025. Oui, peut-être. Ça pourrait se faire, quoi. Bah, merci beaucoup, Julie. J'ai une dernière question, une avant-dernière question. La question qu'on se pose tous, Julie, quel sera le prochain Julie Muller-Volbe? C'est une très bonne question. Alors, j'ai terminé un roman la semaine dernière. Il est en phase de relecture-correction. C'est pas ma partie préférée. Mais je pense que ce sera éventuellement celui-là, à moins que j'écrive une romance rapidement entre-temps. Donc, j'ai quelques idées qui sont derrière. Peut-être comme ça, à voir. Et ce sera un roman fantastique? Oui. Roman fantastique. Ok. Bah, écoute, Julie, c'est bientôt la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, je te propose de faire un petit jeu. De toute façon, tu n'as pas le choix parce que chaque invité sera obligé de le faire, ce petit jeu. C'est un petit quiz pour tester tes connaissances. Alors, on est sympa, on n'a pas préparé des questions sur comment démonter un carburateur. Hein, on est évidemment resté... C'est tellement généreux. Voilà, on est évidemment resté dans ton domaine de prédilection, la littérature. Est-ce que tu es prête? Ok, jingle. Donc ouais, on a mis les moyens pour cette émission, on a un petit jingle sympa. Alors revenons à nos moutons, Julie. Le principe est simple. Je vais te décrire un personnage de livre ou de BD. Et tu dois bien sûr me donner soit le nom de ce personnage, si tu le connais, soit le nom du livre. D'accord. Ok, il y a 10 questions. Ok. Alors, c'est parti, t'es prête? Oui, d'accord. Numéro 1. Je suis jeune, je dors dans une chambre minuscule sous un escalier et j'ai une cicatrice caractéristique. Qui suis-je? Harry Potter. Harry Potter de J.K. Rowling, bien sûr. Premier point. Deuxième question. Je suis un couple célèbre d'amants. Je représente l'amour, la passion, mais aussi les histoires qui finissent mal. Qui suis-je? Roméo et Juliette. Oui, c'est ça. Tant que ça finit mal, c'est forcément Roméo et Juliette. Numéro 3. Je suis un vieux magicien. On me surnomme entre autres le pèlerin gris, mais mon vrai nom est Olorin. Qui suis-je? Dumbledore? Non, c'est pas... Comment il s'appelait? Comment ça, Dumbledore? Non, parce que c'est le même acteur, en fait. Ah oui, d'accord. Et t'as réfléchi plus loin, toi? Oui, mais je ne trouve plus le nom. Est-ce que tu veux un Joker? Non, je sais qui c'est. C'est dans Tolkien. Oui. Dans Le Seigneur des Anneaux. Exactement, c'est Gandalf. Gandalf. Donc, Le Seigneur des Anneaux, John Ronald Reuel Tolkien. Voilà. Je préfère le dire parce que je le sais. Donc... Numéro 4. Je suis un journaliste beaucoup trop curieux. Je vis dans un château et j'ai une coupe de cheveux caractéristique. Qui suis-je? Un journaliste trop curieux qui vit dans un château. Alors moi, le château, franchement... Dans un château. Si je le savais pas, j'aurais pas... Alors, Tintin? Tintin, exactement. Il vit dans un château, lui? Apparemment, il vit dans un château, okay, ouais. Apparemment. Moi, je vais apprendre des trucs, en fait. Moi aussi, je vais apprendre des trucs. Non, mais je le savais déjà, en fait. Question numéro 5. Je vis sur un astéroïde. Je suis blond avec une écharpe rouge. Je me pose plein de questions et j'apprivoise un renard. Qui suis-je? Le Petit Prince. Exactement, d'Antoine de Saint-Exupéry. Bravo. Question numéro 6. On a la moitié du quiz. Hein. D'accord, ok. Question numéro... Comment ça se fait? Numéro 6. Je suis une femme célibataire, trentenaire vivant à Londres. J'écris dans mon journal intime mes péripéties amoureuses. Qui suis-je? Bridget Jones. Oui, c'est ça. Tu savais que c'était un roman à la base? Oui. Ah d'accord, ah, oui, c'est moi, alors je suis nulle. Non, je sais des trucs des fois, quand même. Je connaissais que le film, mais c'est en écrivant les questions. Mais c'est marrant parce que quand j'ai commandé ma couverture, j'ai dit que je voulais une Bridget Jones alsacienne. Ah oui. Pour vin chaud et plan foireux. Ok, et donc ça donne ça, on le montrera tout à l'heure. Oui. D'accord, ok. On continue. Je suis un détective privé consultant, doté d'une mémoire remarquable et d'une capacité de déduction hors du commun. Qui suis-je? Un détective privé. Un détective tout court. Le plus célèbre. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Ah oui, d'accord. Ouais, de Sir Arthur Conan Doyle, bravo. Alors la prochaine, je suis un célèbre détective travaillant à Londres, mais je ne suis pas Sherlock Holmes. Je tiens à ma moustache qui fait ma fierté.
tu bloques, Ouais. a un nom très français. Et c'est une femme, l'auteur. Un détective qui a une moustache. Oh, j'en ai aucune idée. Avec un nom bien français. Mais j'ai un trou, me juge pas. Est-ce que tu veux le super moite-moite? Le super moite-moite, l'appel au public, tout ça. Ouais. Si je te dis Agatha Christie, l'auteur, est-ce que ça t'aide un petit peu? Non. Non. C'est Hercule Poirot. Ah ouais. Ah, j'aurais pas trouvé. C'est vrai? Ouais, je mais pense tu que connais quand même Hercule Poirot. Ouais, quand même. Avec sa moustache. Ouais, bon, je connais pas très bien, mais non. ouais. C'est pas grave, un point de moins. C'est pas très grave. Avant-dernière question. Je suis un justicier. On me surnomme le Chevalier Noir. Je donne des noms tirés du mien aux gadgets que j'utilise. Qui suis-je? Je donne mon nom aux gadgets. Aux gadgets ou aux véhicules que j'utilise. Mais c'est vraiment ça. Parce que si je le dis, je vais avoir l'air ridicule si c'est pas ça. Ok, l'inspecteur gadget? Non. Mais moi aussi, je pensais. Non, mais parce que... Ça peut porter à confusion, je suis d'accord. Il donne ses noms. Oui, parce que Gogo Gadgetto. Bah forcément. Non, le Chevalier Noir, The Dark Knight. Ouais, mais il donne des noms à des gadgets. Ouais. C'est un peu ambigu quand même, hein, ton truc. Je te dis après. Tu me donnes une réponse? C'est Batman ou pas? C'est Batman, absolument. Bah, la Batmobile. Ouais, mais c'est... Ouais, ok. Voilà, c'est ça. Alors là, maintenant, je m'apprête à faire une blague. D'accord. Mais je sais pas encore si je vais la garder, cette blague, en montage. Comment appelle-t-on son véhicule à moteur aquatique? Je parle de Batman. Hein. Ouais. Et moi, je dois répondre? Ouais, à ton avis, c'est quoi? Ah, mais je ne sais pas. C'est une blague. C'est une blague, ouais. Ok. Son Blablabla. Son véhicule à moteur aquatique. Ah, blablabla. Écoute bien, le bat-eau. Ah ouais. T'as capté? Ouais. Bon, allez. Dernière question. Je me tue à la tâche pour protéger mon lourd secret. Je me retrouve malgré moi embarquée dans une aventure hors les murs. Ma meilleure amie d'enfance est devenue une inconnue impitoyable. Et je dois désormais survivre à une planète hostile. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Bien sûr, je peux recommencer, si tu veux. Je me tue à la tâche pour protéger mon lourd secret. Je me retrouve malgré moi embarquée dans une aventure hors les murs. Ma meilleure amie d'enfance est devenue une inconnue impitoyable. Et je dois désormais survivre à une planète hostile. D'accord, bah c'est Brieg. C'est Brieg? Ouais. C'est de qui? Je sais pas, je la connais pas. Tu la connais pas? Non. Elle s'appelle Julie, je crois, non? Peut-être. Julie Muller-Volz. Ouais, d'accord. Il est pas mal ton pitch, hein, quand même. Hein. C'est bon, bien... t'es embauché. C'était bien Brieg, d'Apis Apocalypsis, tiré de ton livre d'ailleurs. Voilà, je me suis dit que je te ferais une petite blague. Mais... pas mal. Sur le coup, j'ai cru que tu n'allais pas y répondre. Je me suis dit, ah non, mince, elle n'a pas reconnu son propre personnage. Bah, en fait, je l'ai trop reconnu. Je me suis dit, mince, est-ce que j'ai déjà écrit un truc qui existe déjà? Est-ce que j'ai plagié quelqu'un? J'ai commencé à suer. Eh bien, écoute, Julie, c'est presque un sans faute. Hein, on retiendra un point pour le Hercule Poirot. Ouais. Ça va, c'était pas trop dur non plus. Non, ça va. C'est bien. Donc, on arrive à la fin de l'émission. J'ai une dernière question pour toi. Cette fois-ci, ce sera vraiment la dernière question. D'accord. Est-ce que tu as passé un bon moment? Bah oui, quand même. Sur ce canapé? Ah bah oui, je reviens quand tu veux. C'est vrai? Bah, je t'inviterai l'année prochaine. En fait, je vais venir à toutes les émissions. C'est vrai? Ok, donc ça s'appellera plus Moment Canapé, ça s'appellera Moment Canapé avec Julie Muller-Volz. Voilà, mais c'est très bien, non, comme titre. Bah écoute, merci beaucoup, Julie, pour ta participation. Je suis ravie d'avoir partagé cette toute première émission avec toi. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Alors, on le rappelle, alors où est-ce que je l'ai mis? Il est ici. Vin chaud et plan foireux est disponible donc sur Amazon en format broché ou en format numérique. On peut aussi le retrouver sur commande, en librairie, hein, c'est ça, ainsi que tous tes autres romans. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Moment Canapé.